Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Le dernier regard. Tome 1. Chapitre 4. Paragraphe 1. L'irréalité de l'univers physique. Mathématiquement, physiquement, traditionnellement, notre univers semblerait ne pas avoir de réalité. La physique quantique pourrait le démontrer. L'univers physique pourrait n'être qu'une reproduction mentale. Certains théoriciens considéreraient même que ce qui nous entoure n'est constitué que d'ondes. Cela semblerait pouvoir permettre de vérifier qu'à partir des ondes, il serait possible de concrétiser une réalité que l'on désire réaliser. Autrement dit, si cet univers n'est qu'une construction mentale, il ne s'agirait pas d'un univers, mais de notre univers en particulier. Ainsi, chacun de nous aurait son univers, en fonction de son identité et de son intériorité. Notre conscience réaliserait-elle des créations? Il nous faut donc apprendre à penser différemment de la logique habituelle et faire intervenir la notion de « champ ». La définition de la physique classique pour un champ, c'est une structuration de l'espace. Un champ physique serait alors électromagnétique et il serait présent dans chaque cellule. Il est possible d'observer que les particules, qui sont la structure du noyau d'atomes, ont une des particularités qui est d'être une onde, et une autre particularité qui est d'être une particule ayant une fonction de communiquer avec toutes les autres particules, de façon intime et immédiate. Cela signifie que, par notre construction atomique, chaque unité que nous représentons est rattachée à l'ensemble et que cet ensemble représente aussi une unité. Dans ce cas de figure, lorsque l'unité que chacun de nous représente n'a pas de directive particulière, c'est l'ensemble, autre unité, qui prend les initiatives. Cela signifie aussi que ce qui est vécu, dans l'immédiat, ne peut être changé. Nous serions, de ce fait, prisonniers de nos pensées, actuelles et passées, qui se réactualiseraient. Or, actuellement, nous projetterions vers l'avenir les conséquences du passé. Les choses seraient telles, tout simplement, ce qu'on pense d'elles. Chacun de nous pouvant ainsi devenir ce qu'il pense. Il y aurait donc, à l'intérieur de chaque cellule, un champ physique électromagnétique, un champ de mémoire situé en dehors de l'espace et du temps. Il serait même situé dans un autre univers où tous les phénomènes seraient simultanés, mais non matériels, et enfin un troisième champ qui pourrait effectuer la liaison entre les deux et qui aurait pour conséquence de transformer l'onde en énergie. Dans ce cas de figure, l'énergie serait un support de l'information. Toute source d'énergie ne serait, dans ce processus, qu'une somme d'informations ingérées. Elle ne serait que le support de l'information. L'information immatérielle serait donc partie intégrante des formes. Toutes les formes possédant leurs informations, qui définissent les limites de ces formes. Le fait de changer une forme changerait aussi son information. Il se pourrait également qu'il y ait, par voie de conséquence, une mauvaise gestion des informations qui nous parviennent, notamment, dans l'absorption de l'énergie. Chaque forme informerait l'environnement et serait informée des changements dans l'environnement. Les informations sont exprimées au niveau physique. L'incapacité à gérer l'information reçue aurait, par ce fait, des conséquences et des répercussions. Cela pourrait expliquer les zones de conflit, les difficultés à les gérer et leurs conséquences. Lorsqu'un nombre restreint de personnes apprend une nouvelle façon de penser, de vivre ou d'agir, ce nouvel apprentissage reste connu des seuls intéressés ou initiés. Il suffit qu'un plus grand nombre accède à ce nouvel apprentissage, pour qu'une nouvelle conscience atteigne l'intégralité d'un groupe. Cela s'appelle la mutation ou le basculement de la conscience collective. Le dernier regard. Tome 1. Chapitre 4. Paragraphe 2. Une structure quantique. L'univers quantique serait à l'univers physique ce que les fondations sont à un édifice. Nous ne pouvons comprendre la façon dont est réalisé un édifice que si nous connaissons l'organisation de ses fondations. Les fondations sont, généralement, conçues pour un modèle bien précis d'édifice. Aucun édifice ne peut reposer sur des fondations inadaptées. La façon dont sont réalisées les fondations doit ainsi pouvoir expliquer pourquoi l'édifice est construit de cette façon. Toutefois, est-ce que la construction des fondations peut servir à la réalisation de différents types d'édifices? Que pouvons-nous déterminer si nous reportons cette hypothèse de la construction pluriréalisatrice des fondations de l'univers à la réalisation de cet univers physique dans lequel nous nous trouvons? Nous pouvons envisager que la mise au jour des fouilles de notre univers
puisque c'est ainsi que nous pouvons interpréter la physique quantique et qui seraient les fondations de l'univers, apparaissent comme étant organisées, pour permettre la mise en œuvre de divers modèles d'univers physique. Notre univers a donc ses fondations, nous les avons découvertes et comprises à partir des théories élaborées que sont les schémas mathématiques des théories quantiques. Il s'avère que tous les schémas mathématiques ont pu être corroborés par diverses expériences confirmant chacune des théories émises. Dans ce que nous considérons comme l'infiniment petit, chaque théorie nous a permis de vérifier un fonctionnement différent du fonctionnement de la physique traditionnelle, dite classique. Les schémas de la physique quantique permettent notre compréhension de ce qui définit la matière elle-même. Ils nous expliquent comment chaque particule atomique, dont tout est constitué, fonctionne. Un objet quantique, une particule de l'atome en l'occurrence, se présente sous une définition surprenante de double dimension, une dimension matérielle plus une dimension ondulatoire. La lumière, qui en résulte, sera alors considérée, soit comme une onde, soit comme une particule. Elle apparaît donc, à la fois matérielle et immatérielle, selon notre modèle d'observation. Les particules des atomes présentent aussi d'autres comportements très surprenants. Malgré cette apparente contradiction, les expérimentations, élaborées à partir des schémas mathématiques envisagés ont toutes, de façon irréfutable, permis de vérifier le bien fondé de ces schémas. Toutes les expériences réalisées ont continuellement confirmé chacune des théories avancées. Il convient de comprendre que tout ce qui est expliqué, au niveau de la structure de la matière, régit tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes. Il convient aussi de bien comprendre quelle est la structure de l'unité qui est à la base de toute organisation, dans l'univers physique. Cette unité, c'est l'atome, soit un noyau ayant un ou plusieurs électrons gravitant autour de lui et puis, surtout, la composition elle-même du noyau atomique. C'est sans doute là que commence l'impossible comparaison de l'infiniment grand avec l'infiniment petit, et vice-versa. En effet, il apparaît facilement explicable que, dans un système solaire, ce soit des planètes qui gravitent autour d'un noyau central rayonnant, appelé Soleil ou étoile, dont chaque trajectoire de ces planètes est facilement prévisible et explicable. Il n'en va pas de même pour l'orbite supposée de chaque électron, qui, d'une part, ne peut se trouver que sur une orbite bien spécifique, et qui, d'autre part, apparaît doué de la faculté d'être en mesure de quitter sa trajectoire initiale, pour une autre, et ce, de façon spontanée. Malgré cette incohérence, un rayonnement lumineux d'une longueur d'onde très précise peut être créé. Cette faculté de changement de trajectoire, instantanée, se fait apparemment sans que l'électron n'ait à traverser l'espace qui le sépare d'une trajectoire à une autre. On appelle ce phénomène un saut quantique, possédant, au passage, une énergie quantifiée, mais jusqu'à maintenant, inexpliquée. Cette mécanique quantique a permis d'élaborer un certain nombre d'hypothèses, dont les figures d'interférence, le principe de probabilité et le principe d'incertitude, montrent qu'une particule peut se comporter comme une onde. Il s'agirait donc d'une onde de probabilité où l'amplitude d'une onde a une position donnée, qui prédit qu'un électron se trouve à une certaine position. L'électron apparaît alors comme doté d'une multitude de possibilités. Une équation permet justement de trouver l'onde de probabilité d'un électron, permettant d'établir ainsi avec certitude quel sera son positionnement, à partir de l'utilisation d'un nombre important d'électrons. Les équations de la mécanique quantique sont donc très précises, dès l'instant qu'il s'agit de probabilité. C'est le pouvoir des probabilités qui est alors mis en exergue. Il convient cependant de comprendre qu'à partir de la mécanique quantique, l'univers physique est gouverné par la probabilité et non par la certitude. C'est-à-dire que la nature fondamentale de la réalité est déterminée par le hasard et surtout pas par l'intuition. Ce qui implique que rien ne puisse être affirmé avec certitude. Les équations quantiques sont pourtant à la base d'un grand nombre de nos avancées technologiques. Certains calculs semblent démontrer un phénomène d'implication et d'indéterminisme entre les particules. Une particule affectée impliquant un comportement à une autre particule, même si rien ne semble les relier et quel que soit leur éloignement dans l'espace, dans ce rôle des particules impliquées. Les particules peuvent ainsi être corrélées à travers l'espace, quelles que soient les distances les séparant. Cette singularité a pour objet de ne pas pouvoir appréhender les phénomènes particuliers de la mécanique quantique.
La particularité de corrélation est trop étrange à notre compréhension, elle sous-entend qu'une particule est susceptible de tourner dans n'importe quel sens, sans qu'on puisse le déterminer, sauf à l'affecter et par voie de conséquence, à affecter une autre particule qui se trouverait en corrélation. Il peut donc être déterminé, que c'est ainsi que cela fonctionne, mais il n'y a pas d'explication à donner. S'agit-il d'expliquer les mécanismes de téléportation ? Des mécanismes qui consisteraient en une extraction d'un état quantique et de sa reconstitution intégrale, ailleurs. Autrement dit, il s'agirait d'une information qui serait téléportée et non de la matière. Cette information serait ensuite restituée, reconstituante de ce fait, de la même matière. Ce qui surprend, ce sont les incertitudes observées sur le fonctionnement de l'univers microcorpusculaire. Le niveau quantique de celui-ci divergerait dans son fonctionnement, dès lors que nous l'observons. L'univers macrocorpusculaire, dont nous faisons partie intégrante, correspondrait-il à ces caractéristiques particulières? Pourtant des possibilités qui existent dans l'univers quantique microcorpusculaire, se retrouveraient dans l'univers classique macrocorpusculaire, où chaque possibilité récupérerait son aboutissement. Il s'agit donc d'un univers de potentialité, qui plus est, en état potentiel. Toutes ces hypothèses nous amèneraient-elles à soupçonner l'existence d'autres univers? Le dernier regard. Tome 1. Chapitre 4. Paragraphe 3. Le transfert d'information. Le transfert d'information d'un atome vers un autre atome est appelé téléportation. Les corrélations entre particules sont permanentes, quelle que soit leur situation dans l'espace, on dit qu'elles ont un état intriqué. Ce comportement global neutralise toute tentative d'explication. Les particules posséderaient, chacune en propre et à l'avance, la propriété qu'on a décidé de mesurer. Il nous faut prendre en considération que les concepts qui nous sont devenus familiers, pour pouvoir être compris, doivent être remplacés par des concepts mathématiques abstraits, c'est-à-dire des équations expliquant la fonctionnalité de chacun des éléments. Les différents états physiques d'un système. Par exemple, l'électron possède différents états possibles. Pour pouvoir l'étudier, il suffit de représenter ces différents états physiques possibles par des entités mathématiques, cela s'appelle le principe de superposition. Qu'est-ce que la réalité? Existe-t-il une réalité? Pour comprendre la réalité, il faut avoir recours à des structures mathématiques qui ne sont pas dans la réalité. Seule, pour le moment, cette éventualité permet de comprendre le fonctionnement de notre univers, tel que nous le percevons. La théorie quantique montre que chaque élément n'a de propriété que celle que nous lui voyons au moment où nous l'observons. Avant de l'observer, nous ne pouvons pas connaître sa réalité. Cela serait donc l'observation qui produirait la réalité. Autrement dit, les éléments observés peuvent être des éléments différents, avant qu'ils soient observés. Les éléments quantiques ne deviennent ce qu'ils sont qu'à partir du moment où ils sont observés. Ça serait donc bien l'observation qui produirait la réalité. Quelle serait alors notre implication dans la réalité visible de notre environnement physique? L'implication des particules, dans l'univers quantique, signifie que la modification d'une particule modifie une autre particule, dès lors qu'elles sont liées entre elles, même si elles sont séparées dans l'espace. Cette implication permet la transmission d'états dits quantiques, appelés des téléportations. Il ne s'agit pas d'un transfert de matière dans l'espace ni même d'une particule. Il s'agit de la transmission des propriétés de photons sur d'autres photons, ils deviennent alors des photons intriqués. Il s'agit donc d'un transfert d'informations, de particule à particule. Ils sont appelés des vecteurs de communication. Il convient de déterminer le concept de l'information et le concept du savoir. Il s'avère que c'est l'information qui est l'élément constitutif de chaque élément et non pas l'élément lui-même. La matière, vue sous cet aspect particulier de la perception, n'est plus matérielle, mais elle est un volume d'informations, rassemblé en un endroit distinct. Ainsi, chaque unité est une somme ou un volume d'informations. Chaque élément étant un volume d'informations qu'il représente et non un élément en soi. L'aspect d'un élément n'est pas représentatif de l'information qu'il représente, ce n'est qu'un aspect. Ce qui importe c'est le volume d'informations contenu dans l'aspect de l'élément observé. Le dernier regard. Tome 1. Chapitre 4. Paragraphe 4. La complexité.
Certains très grands édifices ont été réalisés à des époques où les moyens de transport et les moyens techniques, semblant avoir été utilisés, ne permettaient pas la réalisation de tels édifices. Les explications apparemment rationnelles avancées, officiellement, par rapport à ces époques, ne peuvent pas être prises en considération, parce qu'elles apparaissent totalement irrationnelles, justement, dès qu'elles sont étudiées dans le détail. La situation se complique, en plus, dès lors qu'il n'est pas autorisé à faire les investigations qui s'imposent et qui permettraient d'apporter les éclaircissements indispensables à la compréhension. Comment expliquer alors leur réalisation, puisque ces édifices sont là, alors que les technologies ayant été supposées être utilisées à ces époques ne nous sont toujours pas accessibles aujourd'hui? Cela n'a évidemment rien à voir avec les explications de certains responsables, historiens ou délégués officiels, utilisant des théories dominantes invérifiables, parce qu'irréalistes, ayant réponse à tout, dont les justifications sont tellement incohérentes, qu'ils ne peuvent y croire eux-mêmes. Certains de ces grands ouvrages, millénaires, apparaissent plus comme des langages et des démonstrations mathématiques, chargés d'enseigner des réalités de géométrie dans l'espace, de découvertes astrophysiques et astronomiques, comportant des connaissances astronomiques particulièrement pointues, plutôt que la simple réalité de leur existence. Le génie de leur conception ne peut que nous interpeller, au regard de nos prétentions d'explication totalement injustifiées, compte tenu des éléments mathématiques qu'ils représentent et qui nous sont encore inconnus. À savoir, des nouveaux théorèmes et des axiomes mathématiques particuliers, qu'il conviendrait d'étudier. Il est, par ailleurs, primordial de remarquer qu'il y a une cohérence d'ensemble, lorsque plusieurs édifices sont localisés, d'une part, ou dispersés sur l'ensemble de la planète, d'autre part. Le dernier regard. Tome 1. Chapitre 4. Paragraphe 5. Les cercles de culture. L'enseignement scolaire a, pour principe, d'informer et de former les futurs agents et les futurs responsables de la société humaine. Il n'est pas dans les habitudes d'un enfant de vouloir mettre en doute ce qui lui est enseigné. Du reste, le pourrait-il? Notre parcours, dans la vie, nous amène à rencontrer des situations, qui, d'une part, remettent en cause nos acquis, d'autre part, déstabilisent nos convictions. Les crop circles, ou cercles de culture, selon la traduction française, nous devrions dire, des cercles dans les cultures, et plus particulièrement, dans les champs céréaliers, avant les moissons, sont l'objet d'étranges dessins hyper sophistiqués, dont l'origine, de par la complexité de leur réalisation, nous laisse particulièrement perplexes. Ces étranges motifs, toujours plus complexes les uns par rapport aux autres, n'ont pour nous aucune signification précise apparente. Sont-ils une forme de communication? Quelles en sont les origines? Sont-ils porteurs d'informations ou de tentatives d'enseignement? Seraient-ils, tout simplement, des tests de valeur sur nos capacités de compréhension? Ces dessins, géométriques, sont réalisés avec une précision déconcertante. S'agit-il d'élaboration mathématique? D'abord, simples de conception, ces dessins sont devenus de plus en plus complexes, couvrant toujours de plus grandes surfaces, au cours du temps. Leurs observations, dans leur intégralité, ne peuvent être envisagées qu'en vision aérienne. Ils sont, généralement, dessinés de nuit, mais pas toujours. Certains ont pu être observés en cours de formation, alors que la zone géographique était survolée par des disques argentés et lumineux. On ne connaît pas la provenance ni l'origine de ces disques dont il est apparu difficile de définir les volumes. La rigueur géométrique, avec laquelle ces dessins sont tracés, démontre une volonté de message. Ce que nous appelons des pictogrammes semble être en relation avec l'apparition de ces supposés objets volants. L'étude de certains de ces dessins géométriques, représentés à 2 dimensions, se serait avérée accessible en 3 dimensions, grâce à l'imagerie informatique. Certains de ces témoins, ayant pu observer ces réalisations en direct, ont vu l'apparition d'un faisceau lumineux, venu du ciel, ou encore de sphères se déplaçant dans le ciel ou au ras du sol, dessinant les figures observables. Couchant les tiges céréalières, en les tressant, sans les casser, avec une grande précision géométrique. Aucune explication, par des phénomènes d'origine naturelle, ne peut corroborer de tels événements. Toutes les tentatives d'explication, par des interventions volontaires de supercherie, sont également irrecevables. La complexité avec laquelle ces dessins sont réalisés, à partir des tiges de céréales, ressemble plus à un tissage et en aucun cas à un écrasement.
Par ailleurs, les analyses chimiques réalisées sur ces zones feraient état de modifications, dues à d'intenses sources de chaleur extrêmement brèves, comparables à des micro-ondes. Plusieurs radioéléments rares à courte durée de vie, appelés isotopes, n'existant pas à l'état naturel, y auraient été relevés sur place. Plus surprenant encore, des microbilles, d'un fer très pur auraient été retrouvées à l'intérieur de ces cercles, alors qu'elles n'étaient pas présentes à l'extérieur. Il s'avère aussi que la structure énergétique des plantes en cause aurait eu une structure chimique modifiée, au niveau même de leur paroi cellulaire. Toutes les tentatives d'explication de la communauté scientifique n'ont pas permis d'élucider les mystères entourant ces phénomènes de crop circles. Les fractales, ainsi constitués, apparaîtraient toujours de plus en plus complexes. Il semble logique de dire qu'aucune compétence humaine n'est capable de réaliser ces modèles de dessin, ni de les expliquer, ni de les comprendre. Ces dessins sont réalisés sur plusieurs endroits de notre planète et aucun pays ne semble y échapper, même si les sources officielles restent profondément silencieuses à leur encontre. S'agit-il de la manifestation d'une forme d'intelligence extérieure à notre planète ? La précision avec laquelle ces dessins sont réalisés ne permet pas d'envisager une supercherie ou une intervention technique, à partir de nos satellites ni d'une origine naturelle. Certaines figures, de petite dimension, font appel à des réalisations d'une grande précision mathématique. Les figures les plus complexes semblent démontrer des symboles de géométrie dans l'espace, d'une si grande complexité, que certains ne sont, pour le moment, pas accessibles à notre niveau de compréhension. Des physiciens, à partir de quelques dessins, ont pu établir de nouvelles figures et symboles mathématiques leur permettant d'étendre leur champ de connaissances en créant de nouvelles théories et en établissant de nouvelles disciplines, dans le domaine de la physique et des mathématiques, permettant le prolongement de nos connaissances actuelles. Pourtant, certains de ces dessins, après diverses études, par diverses sources compétentes, semblent vouloir, d'abord, nous démontrer une origine d'une très grande sagesse, d'une intelligence et d'un talent qui nous sont, actuellement, indéchiffrables. Leur créativité ensuite est continuellement étonnante. S'agirait-il alors d'une tentative de communication avec les humains que nous sommes? Ou s'agirait-il de messages destinés à d'autres visiteurs? S'agit-il d'entités venues d'ailleurs? Cherchent-ils à nous transmettre un savoir? Sont-ils conscients que notre avenir est compromis? Ou en sont-ils tout simplement convaincus? Quelles sont les origines de tous ces agroglyphes, et quelle est cette forme de communication? Si l'information, ainsi transmise, ne nous est pas destinée, à qui l'est-elle? Ou s'agirait-il, comme certains scientifiques le pensent, de nouveaux théorèmes mathématiques, vérifiés comme inconnus de nous, qui pourraient nous être transmis volontairement, pour élever notre niveau de compétence? Il pourrait même s'agir d'une mise à niveau qui nous permettrait d'utiliser des sources d'énergie actuellement inconnues de nous, selon l'avis de certains chercheurs. Pourquoi, les militaires et certains hauts responsables sont-ils si avides à chercher tous les indices concernant ces phénomènes, tout en nous cachant, par tous les moyens, leur réalité? Ils nient, le plus souvent, les évidences et cherchent constamment à ridiculiser les témoins qui apparaissent de bonne foi. Ils s'efforcent constamment de mettre en avant les charlatans et les faussaires. Ces figures ou inscriptions, devenues de plus en plus complexes et symboliques, telles des formes de communication, sont-elles un lien avec les lieux où elles sont réalisées? Certains scientifiques considèrent qu'il s'agirait de théorèmes mathématiques pouvant nous être utiles pour notre recherche d'énergie naturelle ne faisant appel à aucun combustible. Il pourrait ainsi s'agir d'un symbolisme universel et multidisciplinaire. Il y aurait, semble-t-il, une certaine évolution dans la teneur des messages au cours du temps. Les messages adressés sembleraient aussi présenter leurs auteurs, leur situation planétaire, au sein du cosmos et leur relation à notre égard. Ils auraient ensuite changé d'orientation en essayant de nous communiquer des idées, des lois universelles. D'une certaine façon, leurs comportements ne peuvent que nous rassurer, rien de néfaste n'apparaît dans leur tentative de nous renseigner. Leur communiqué semblerait même s'adresser aux divers courants de la pensée humaine, sans a priori, et c'est assez rassurant. Leurs conceptions et leur diversité, dans les modèles, dans les lieux et dans les surfaces, témoignent d'une forme, indéniablement d'une intelligence supérieure. Le dernier regard. Tome 1. Chapitre 4. Paragraphe 6. Le dopage.
L'organisation de notre société et ses exigences de concurrence individuelle permanente impliquent des réflexes de dopage comportementaux. En temps de guerre, mais pas seulement, les militaires recevaient des rations de tabac et d'alcool. C'était aussi le cas, en France, lorsque le service militaire était une obligation citoyenne. Ces deux produits sont des drogues utilisées volontairement, par la hiérarchie militaire dans un but de dopage caractéristique. Toutes les autres substances, appelées drogues, sont aussi des produits dopants quelles qu'en soient les conséquences. Dans les administrations, les entreprises et bien d'autres lieux, il y a toujours une bonne raison d'arroser un événement. Les résultats euphorisants des drogues en font des substances dopantes. Elles sont à l'origine d'exigences sociales, banalisées, s'adressant à tout le public. Cependant, les conditions de travail étant devenues particulièrement contraignantes justifient l'utilisation, auprès de toutes les catégories socio-professionnelles, des deux sexes, de substances dopantes permettant de réduire le stress, de réduire la fatigue, d'augmenter la productivité et la performance. Le sport et plus particulièrement celui de compétition résulte d'une culture de l'exploit. Le sportif de compétition est encadré par une organisation sportive qui lui dicte ses responsabilités. Sans doute, les jeunes enfants qui font du sport dans un club n'ont pas conscience de devoir respecter les règles d'un contrat. C'est pourtant bien un contrat qui détermine la marche à suivre d'un sportif. La prise de substances, notamment médicamenteuses, détournées de l'usage normal pour lequel elles ont été élaborées, et dans un but d'amélioration des performances, est une transgression à l'éthique sportive. Il y a là, en quelque sorte, une rupture volontaire du contrat sportif. Les règles d'équité, envers la discipline sportive, d'une part, et envers les autres participants aux épreuves, d'autre part, ne sont plus respectées. Par ailleurs, un code déontologique mondial de lutte contre la prise de substances dopantes précise officiellement les dérives à ne pas commettre. Il y a bien sûr un énoncé des substances interdites, trouvées dans l'organisme d'un sportif, par prélèvements urinaires ou sanguins. Il énonce également des procédés illicites de camouflage volontaire des substances prises, appelés produits masquants, et aussi de tout procédé interdit, sans prise de substances médicamenteuses interdites. Il y a alors des sanctions de prise, en cas d'établissement d'un test positif, ou du refus à se soumettre à un contrôle antidopage. L'usage d'un ou de plusieurs de ces procédés de dopage représente un très gros risque, non évaluable sur le long terme, de détérioration de la santé du sportif, ce qui est contraire à la volonté d'une pratique sportive. Le sport est prévu pour améliorer ou maintenir les conditions physiques du sportif et surtout pas pour les détruire. Quelles sont les catégories de sportifs et quels sont les sports qui prennent le plus de risques à se doper? Aussi paradoxal que cela puisse paraître, tout le monde est concerné. Ça va du sport loisir, jusqu'à la recherche de l'exploit le plus prestigieux des professionnels. Mais cela va bien plus loin encore, car des personnes non sportives se dopent aussi, quel que soit le prétexte invoqué. Les produits dopants dits sociaux sont eux aussi interdits par la loi, à part ceux qui sont implicitement autorisés, comme les boissons alcoolisées et les substances inhalées, qu'elles contiennent ou pas des nicotines. Des substances médicamenteuses, prescrites par des médecins puis délivrées par des pharmaciens, telles que celles prévues pour l'amélioration des performances sexuelles, féminines ou masculines, doivent aussi être considérées comme des produits dopants, étant détournés de leurs usages prévus par les laboratoires. Tous dopés, pourquoi? Pour gagner, ou bien, pour ne pas perdre, tous les motifs sont bons. Qu'en sera-t-il des dopages génétiques, actuellement pratiqués sur les cellules musculaires? Des procédés de fractionnement et de remplacement des identités génétiques, dans le codage du génome, seraient déjà envisagés. Certains compléments alimentaires peuvent aussi prêter à confusion. Des autorisations d'usage de produits interdits, pour des soins logiques, sont également des sujets à caution. Les sportifs, même ceux de très haut niveau, peuvent être atteints de maladies, il faut bien qu'ils soient soignés. Sauf que, s'ils sont reconnus malades, ils ne devraient plus avoir le droit à participer à des compétitions, pendant le temps des soins nécessaires. Ils doivent donc être mis en congé de maladie, comme tout malade en a le droit. Quelles sont les conséquences des produits pharmaceutiques? Tous les médicaments dits efficaces présentent des effets secondaires indésirables. Qu'en est-il des conséquences des doses administrées à un compétiteur, qui sont jusqu'à 500 fois supérieures à une prescription, normalement préconisée? C'est,
Cobayes, que sont les sportifs bénéficient-ils d'un suivi médical? Oui, tant qu'ils sont des sportifs, obtenant des résultats. Il s'agirait alors, plus, d'une assistance au dopage, mais pas du tout sur la recherche des conséquences à long terme. Les médecins du sport de haut niveau sont des alchimistes irresponsables et inconscients. Ils connaissent les risques secondaires des produits qu'ils proposent à leurs sportifs. Il est même possible de les désigner comme des dealers aux pratiques mafieuses. Une médecine d'amélioration étant mise en exergue et prenant le pas sur une médecine thérapeutique permet de cacher le vrai sujet. De plus, lorsqu'ils ne sont plus dans le circuit de la compétition, les sportifs n'existent plus. Aucun suivi ne permet de déterminer l'exacte nocivité des substances ainsi utilisées et surtout des mélanges, de produits ou de méthodes, aux conséquences dévastatrices. Les dégâts peuvent être physiques, mais aussi psychiques et psychologiques avec des répercussions irréversibles. Si vous rencontrez un ancien sportif, ne lui demandez pas s'il s'est dopé, il vous suffira d'observer son état de santé à son âge. La pratique d'un sport, même de haut niveau, améliore d'une façon radicale les performances physiques et de longévité, s'il n'y a pas eu de dopage. Qui profitent réellement des dopages administrés aux sportifs, ou qu'ils s'administrent eux-mêmes? D'abord les industries pharmaceutiques, qui de plus en plus souvent, créeraient de nouvelles molécules, dans le seul but du dopage des sportifs. Elles en tirent un profit double, puisqu'elles vendent des produits extrêmement onéreux, à des personnes qui leur servent gratuitement de cobayes humains. Elles sont surtout inconséquentes, quant à la reconnaissance des liens entre les pathologies particulières et spécifiques liées aux produits utilisés, quand ce n'est pas une négation totale. Or il s'agit, souvent à long terme, de déficiences de santé extrêmement lourdes et parfaitement répertoriées par les anciens sportifs, mais aussi pour les déséquilibres économiques causés dans les structures des soins, en général. Des études épidémiologiques très bien structurées ont été réalisées, dans ce but, avec d'excellents résultats. Il convient de mettre en garde les responsables sportifs sur les valeurs d'organisation de la société humaine et de ses structures. Ensuite, les organisations des approvisionnements sont mafieuses, par voie de conséquence, puisqu'illégales. Ce sont, généralement, des structures internationales de production, de conditionnement et de reconditionnement. Et, bien sûr, de distribution avec la nécessité, en fin de parcours de filière du blanchiment de l'argent par les sommes colossales récoltées. Il convient aussi d'observer que l'entourage du sportif qui se dope est complice, volontaire ou non, à son insu ou de son plein gré. Il s'agit de la famille, mais surtout des responsables de clubs ou d'équipes, des équipementiers, des organisateurs d'épreuves, des médias d'information ou de diffusion des épreuves ou des comptes rendus et enfin des distributeurs de produits dérivés. Un autre élément est à prendre en considération, c'est celui des paris, et surtout des paris truqués qui sont la clé de voûte de tous les abus, y compris celui du dopage obligé. Il ne s'agit plus là, du simple trucage dans les sports, mais de la mainmise de la criminalité internationale sur tous les sports avec toutes les conséquences que l'on ne peut que déplorer, y compris la corruption des plus hautes instances dans les fédérations nationales et surtout internationales. Existe-t-il des moyens efficaces pour lutter contre le dopage ? Les services de police, de gendarmerie et de douane se sont mobilisés pour identifier les réseaux de distribution. Les gouvernements ont plutôt tendance à faire semblant de lutter. Des organismes tentent de se mobiliser, avec d'énormes difficultés, en face des systèmes mafieux très opérationnels et tout particulièrement fonctionnels. La tolérance a longtemps été la règle et elle continue toujours à l'être, pour le plus grand nombre des disciplines sportives dont la question du dopage est très efficacement éludée. Quelques résultats ponctuels ont quand même été obtenus, mais pas dans tous les sports, malgré les pressions exercées de toutes parts. Certaines fédérations sont beaucoup trop puissantes économiquement. Il s'y est instauré une culture du dopage qui neutralise toute tentative d'assainissement. On fait surtout semblant de contrôler, pour faire croire à une honnêteté sportive, dont personne n'est dupe. Lorsqu'un sportif est pris la main dans le sac, c'est souvent un concurrent de niveau inférieur, ou, qui dérangeait. Les plus rusés, si on peut les appeler ainsi, ne sont jamais pris. Sauf s'ils ont la prétention de vouloir se lancer en politique, auquel cas les sanctions sont alors immédiates. Toutes les instances du sport, de haut niveau, sont convaincues de l'inefficacité des contrôles antidopage. Mais il y a plus grave, parce que la plus grande majorité des dopés ne se situe pas dans le haut niveau du sport.
Le dopage s'effectue surtout dans une très large proportion de population échappant à tout contrôle, qui utilise des produits médicamenteux ou autres, particulièrement dangereux. Pourtant, en raison de notions éthiques, éducatives et surtout de santé des sportifs, il devient impératif de combattre, le mieux possible, ce fléau social qu'est le dopage sportif. L'éthique sportive est bien compromise par la tricherie et la négation d'une pratique prohibée. Cependant, si l'éthique est d'abord le résultat de considérations particulières, d'un instant, d'une géographie ou encore d'une rhétorique, le dopage prend alors une toute autre dimension. L'image du sport est dégradée par son potentiel économique malsain. Le dopage détruit le potentiel biologique. Le dopage prive les sportifs des vraies valeurs du sport et hypothèque très sérieusement leur santé, dans le long terme. La répercussion des informations sur le dopage et sur les dopés, de la part des médias, nationaux et internationaux, est particulièrement arbitraire, selon le sportif et la catégorie des sports répréhensibles. Et par ailleurs aussi, dans le comportement même des commentateurs sportifs qui optimisent les performances et les records. Il est pourtant possible de démontrer pourquoi il est si important de ne pas se doper, au cas par cas. Il n'y a, actuellement, aucun modèle sérieux de prévention et d'éducation des sportifs, à quelque niveau que ce soit. Il n'y a que très peu d'espoir qu'une prise de conscience de ce fléau social soit sérieusement entreprise, prochainement. Le problème du dopage soulève aussi d'autres interrogations. Une personne adulte a-t-elle le droit de faire ce qu'elle veut de son corps, de choisir, en toute connaissance de cause, de s'exposer à un danger probable, pour un profit déterminé? S'agirait-il d'une forme de suicide? A-t-on le droit de se suicider de cette manière? Ce sont là des systèmes de valeurs de l'humain, très difficiles à déterminer. Une vie longue, sans préférence ni déterminisme, dépourvue de projets et d'ambitions, est-elle préférable à une vie, risquant d'être plus courte, aux ambitions démesurées? À défaut de longévité, la gloire est-elle préférable? La sélection des compétiteurs, pour une épreuve d'un nombre limité, n'est-elle pas la première démarche vers des abus de valeur, à partir de prédispositions intrinsèques? N'en est-il pas de même, pour une sélection d'embauche d'un employé? Est-ce que, pour autant, les valeurs puissent-elles être démontrables, rationnellement? Si, en matière de valeurs, il n'est pas possible de décider, c'est le choix de chacun qui prévaut. Comment peut-on alors compenser les infériorités, quelle que puisse être leur nature? Quelles sont donc ces améliorations artificielles recherchées? Des améliorations morphologiques, de l'endurance, de la puissance musculaire et de la concentration. D'inhiber la douleur à l'effort, par de la perte de graisse au profit des muscles, pour masquer les molécules artificielles. L'inaccessibilité de certains records a démontré leur dangerosité, par les accidents qui l'ont occasionné, pour des sportifs n'ayant pas respecté la logique physiologique. Les risques de toxicologie, à la fin de la carrière, font également partie des dangers répertoriés. Le sport doit être le simple arbitre des inégalités naturelles. Même à partir d'un entraînement intensif et que ce soit le meilleur qui gagne. Où peut-on alors situer le moment de la transgression des valeurs répertoriées, si le sport sert à défendre l'égalité des chances? La liberté d'une personne est pourtant en concurrence avec l'égalité des chances, devant être accordée à chacun et la fraternité envers tous. Il ne faut surtout pas oublier que l'essence du sport de compétition est d'abord la recherche d'une maximisation des performances dans le dépassement de ses propres capacités. La lutte anti-dopage a eu pour première conséquence de professionnaliser les tricheurs. Or, les industries pharmaceutiques multinationales ont toujours une vingtaine de substances d'avance, indécelables par les contrôles, pour plusieurs années. Des pratiques de stratégie commerciale, parfaitement élaborées, pour doper les ventes, sont mises en œuvre auprès de leurs commerciaux avec des systèmes de primes. C'est en parfaite connaissance de cause qu'ils œuvrent dans tous les réseaux sportifs, y compris auprès de leurs médecins, afin d'améliorer les ventes. Une politique du silence règne en maître, dans tous les secteurs des sportifs amateurs. Les produits pharmaceutiques dopants, à usage humain ou vétérinaire, sont devenus très facilement accessibles, par de multiples filières. Des campagnes d'incitation y sont organisées avec des prévisions de gros profits directs ou indirects. Ce sont les clubs d'amateurs qui approvisionnent, en concurrent, les équipes professionnelles internationales. D'autre part, les grandes firmes médicamenteuses s'attaquent, maintenant, aux enfants des clubs sportifs, pour accroître leurs bénéfices.
Il apparaît alors totalement illusoire que l'éradication du dopage puisse exister prochainement. Cependant, hors de tout dopage, la dangerosité du sport, par accident, n'est plus à démontrer, quel que puisse être le niveau de sa praticabilité. A contrario, il ressort d'études très pointues et qui ont beaucoup surpris qu'une espérance de longévité de vie est très largement supérieure à la moyenne des autres individus, pour ce qui concerne tous les sportifs ayant pratiqué d'une manière particulièrement intense et surtout les sportifs de haut niveau. Le dernier regard. Tome 1. Chapitre 4. Paragraphe 7. Les demi-dieux. Les individus qui détiennent des pouvoirs, les plus exorbitants, n'ont plus aucune retenue, d'aucune sorte. Ces personnes-là considèrent ne plus avoir à respecter aucune règle édictée par l'organisation de la société. Ils établissent un jeu consistant à répertorier l'étendue de leur pouvoir, avec tous les abus que cela comporte, dans tous les domaines, sans aucune responsabilisation de leurs actes, pourtant des plus répréhensibles. Cela leur permet tous les excès, dans une course effrénée vers le pire, jusqu'au plus grave système de mise à mort, par simple jeu. C'est là, une mise en place d'un système tyrannique. Tous ces hauts personnages n'ont pas à rendre compte d'aucun de leurs actes. Ils se permettent d'organiser des cérémonies rituelles, avec des expériences collectives, des sexualités de groupe, des prostitutions de mineurs, relevant de la barbarie, avec de la torture, des sévices divers, des assassinats de, sans domicile fixe, et d'enfants, maquillés ensuite en suicide. Ces hauts personnages ne seraient pas, a priori, atteints de troubles comportementaux ou psychiatriques, ni de pathologies particulières, ils ne font pas partie d'un environnement socio-professionnel particulier. Des témoignages, issus des rangs de hauts fonctionnaires, précisent que des notables, tels que des magistrats, des hommes politiques, de grands pontes de la finance, des universitaires, des responsables de médias, se regrouperaient par parrainage, de génération à génération, ainsi incorporés dans des systèmes mafieux. Ces témoignages, après recoupement, apparaissent absolument dignes de foi, malgré la dureté de telles révélations. Il précise une très grande organisation concernant des maquillages d'assassinats, plusieurs centaines, et des rapports de décès, réalisés par des experts appartenant eux aussi à ces groupes de délinquants en col blanc. Le pouvoir des juges, par exemple, est notamment tout aussi exorbitant. Tous ces gens de pouvoir s'amusent avec la vie des autres, par leur cupidité, sans avoir jamais aucun risque de devoir répondre de leurs décisions. Ils ont le pouvoir d'agir à tous les niveaux de l'organisation d'une famille, d'une entreprise ou d'une structure sociale. Ils peuvent agir sur tous les plans, qu'ils soient économiques, structurels, législatifs ou sociaux. Ils peuvent s'octroyer toutes les prérogatives, y compris les plus mafieuses, sans jamais avoir de compte à rendre, à qui que ce soit. Les autorités judiciaires symbolisent de nombreuses dérives et dénis de justice ainsi que beaucoup d'abus. Les prises de décision sont souvent arbitraires, entachées d'erreurs intentionnelles, de calomnies et de violations d'indépendance et d'impartialité. Des atteintes à la dignité humaine sont continuellement reprochées aux organisations judiciaires. Les systèmes judiciaires, en particulier, ont été créés pour servir la société, mais ce n'est pas le cas dans la pratique. Or, les dysfonctionnements de ces systèmes sont flagrants. Ils représentent une violation de la légalité et le système s'avère totalement irréformable. Il est devenu un système totalement irrationnel, synonyme d'outil de torture et d'oppression, qui porte une grave atteinte à la dignité humaine. Une poignée de responsables, juges, huissiers, experts, tuteurs, services sociaux, parviennent à briser la vie de leurs coreligionnaires, en toute impunité, par leurs seuls abus de pouvoir. Il n'existe aucun moyen de lutte contre la tyrannie judiciaire. Ce système, qui a été détourné de sa fonction, est dans sa réalité, un moyen d'asservissement des populations. Comment est-il possible que dans des pays dits démocratiques, se prévalant comme État de droit, des systèmes institutionnels, puissent s'adonner à de telles pratiques morbides, datant du Moyen Âge? Que valent alors tous les mécanismes institutionnels des droits de l'homme? Or, tous les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, émanent du peuple. Il s'agit, maintenant, pour ces populations, de préserver leur liberté, leur propriété, leur sûreté, et de leur devoir de résistance à l'oppression. Ces constats de pouvoirs illégitimes sont assimilables à du génocide. Il est bon de rappeler que le génocide est un acte tentant à détruire une collectivité humaine, par une atteinte physique ou mentale.
Aucune personne ne doit être l'objet d'immixtion, d'ingérence ou d'intervention dans sa vie privée, sa famille, son patrimoine ni atteindre à son honneur ni à sa réputation. Toute personne a droit à une protection à l'encontre de telles ingérences, y compris au droit de penser, de liberté d'opinion et d'expression. Il est primordial de rappeler que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société humaine. Elle doit faire l'objet d'une protection, sans faille, de la part des organismes étatiques. Il est du devoir de chaque citoyen de résister à tout pouvoir arbitraire, institutionnalisé. Il apparaît toutefois évident que ceci ne peut être réalisé qu'en collégialité. Seule l'union permet la force. C'est donc à chaque État démocratique de faire respecter l'honneur dû à chaque personne. Le dernier regard. Tome 1. Chapitre 4. Paragraphe 8. Le plan. Des étapes intermédiaires seraient nécessaires avant de pouvoir atteindre l'objectif final. Des zones, dans les pays, constitueraient des bases d'exercice du grand pouvoir au niveau des régions. Chaque région serait dotée de bases militarisées disposant de centres spéciaux installés sur des zones isolées et difficiles d'accès. Ces bases sont des centres de formation à la guérilla, au contrôle des foules et à l'usage d'armements. Des effondrements d'États importants seraient programmés. La planification de leurs effondrements serait méthodiquement orchestrée. Le premier objectif serait une grande dépression, à partir des marchés financiers. Elle résulterait de manipulations conjointes à partir d'institutions financières et des principales banques, sur les marchés financiers. Un remboursement des dettes des États les précipiterait vers un chaos mondial. Les États de droit seraient remplacés par des dictatures militaires, à partir de la nécessité de les sauver de l'anarchie, engendrée par des populations en révolte. La manipulation des foules serait faite à partir des gens de main, du pouvoir global, mis en place par les réseaux militarisés. Des programmations militarisées seraient déjà en service. Ces réseaux seraient prêts à intervenir en cas de soulèvement, à partir des foyers de résistance. Cette éventualité est enregistrée, en tant que certitude. Des milices seraient entraînées au combat, à l'encontre de toute forme d'opposition. Des programmes précis d'action, codés, seraient utilisables pour des tâches extrêmes et particulières. Des bases militarisées seraient déjà fonctionnelles, bien qu'elles ne soient pas encore opérationnelles. Chaque localité serait sous la responsabilité d'une hiérarchie, actuellement occulte, qui devra rendre des comptes. 1% des populations suffirait à contrôler la situation et à maîtriser l'organisation. Si cela paraît peu, ce pourcentage représenterait 2,5 millions de paramilitaires surentraînés et surarmés venant en appui dans les zones de rébellion. Parfaitement programmés psychologiquement, à une obéissance aveugle, il serait suffisant pour le contrôle des 99% de la population. Il serait aussi prévu que les armées régulières, prises par surprise, devraient être rapidement neutralisées. Il convient aussi de prendre en compte que de hauts cadres militaires feraient partie intégrante du super-pouvoir, dont le rôle serait de subjuguer leurs moyens de défense. Après la maîtrise par le pouvoir militarisé, les populations n'auraient plus d'autre choix que d'adhérer ou de mourir. Les dirigeants de ce pouvoir global mondialisé seraient persuadés d'être des élus des dieux, plus intelligents et plus clairvoyants, envoyés pour gouverner les peuples de la terre. Particulièrement arrogants, vaniteux et présomptueux, ils considéreraient les autres humains comme des quantités animales inintelligentes, que seules des dictatures pourraient amener à la raison. Cette attitude permet de mieux comprendre pourquoi certains peuples sont autant asservis. Les hauts responsables financiers de la planète seraient prêts à sauver l'économie mondiale qui l'auront eux-mêmes précipitée dans le néant. Du reste, ce seraient, selon toute évidence, les mêmes dignitaires financiers qui auraient orchestré la prise de pouvoir du Troisième Reich dans l'Allemagne de 1933 à 1945 et financé ces efforts de guerre afin de détruire l'hégémonie économique européenne grandissante. Ce fut aussi le cas pour ce qui concerne la Première Guerre mondiale. Un nouveau système économique serait aussi prévu, ainsi qu'une monnaie mondiale qui assurerait le nouvel ordre organisé. Le plan initial comprendrait encore bien d'autres dispositions. Les organisateurs de ce plan auraient tout programmé jusqu'à l'enseignement de leur doctrine à leurs héritiers. Leur approche actuelle serait une infiltration systématique dans tous les pouvoirs décisionnels, des principaux médias, aux systèmes éducatifs, aux systèmes bancaires ainsi que ceux de gouvernement.
Ils se seraient déjà infiltrés dans des sectes religieuses institutionnelles, ainsi que dans des organismes de recherche appliquée ou fondamentales. Ils œuvrent d'une façon systématique et cynique. Leurs activités sont secrètes et particulièrement discrètes. C'est souvent sous l'apparence d'hommes d'affaires, très respectables, qu'ils œuvrent, tout en s'octroyant une attitude hors de tout soupçon. Convaincus qu'ils sont d'être des élus de Dieu, ils affichent leurs convictions religieuses, en toute bonne foi, et s'organisent en réunions de groupe, pour convenir de leur stratégie philosophique. Ils se créent ainsi une réputation de hauts personnages très respectables localement. Leur charisme, leur ouverture d'esprit, leur esprit d'analyse et leur charme y sont très appréciés, dans les mondanités, et en tout lieu. Ce sont des personnes charmantes, au quotidien. Nul ne peut envisager leur machiavélisme. Ils ne sont pas détectables, en raison de leur double personnalité. Ils sont très soigneusement ordonnés. Ils ne seraient pas tous conscients de la dangerosité de leurs futures actions. Pour parvenir à une telle finalité, ils n'hésiteront pas à faire alliance avec d'autres groupes sectaires, qui seraient déjà fonctionnels. Ils favorisent leur pénétration dans leur propre zone d'influence afin de pouvoir mieux diviser les secteurs d'influence. Toutes les sociétés secrètes seraient, volontairement, adhérentes à leur mouvement, car ils seraient considérés parmi les plus compétents. Ils leur octroieraient une technicité et des formateurs, en échange de leur loyauté et de leur soumission. L'anarchie créant le chaos leur permettra d'établir leur ordre. Ils armeraient les protagonistes dans tous les conflits actuels afin de mieux pouvoir les organiser. Ils se considéreraient, eux-mêmes comme protagonistes d'un grand échiquier. Ils seraient convaincus, que c'est à partir des combats, que devront émerger les plus forts. Ils se seraient organisés pour s'octroyer les pleins pouvoirs. Leurs objectifs sont dévoilés, leurs vraies personnalités sont démontrées. À tous ceux, qui sont lucides du modèle organisationnel des dominatories, mais également de leurs implications sur l'humanité, il leur importe de se préparer à combattre et à lutter contre un tel avènement, avant qu'il ne soit trop tard. Le reste de l'humanité n'en a pas conscience, lorsqu'elle se rendra compte de cette réalité, il sera beaucoup trop tard. Le dernier regard. Tome 1. Chapitre 4. Paragraphe 9. La mémoire. Notre mémoire sert-elle, seulement, à stocker le passé? Sert-elle, également à envisager le futur? Sert-elle, aussi, à imaginer qui nous serons dans le futur? Des recherches sur le fonctionnement de la mémoire et de son rôle ont permis de déterminer que la mémoire stocke, sélectivement, les événements de la vie. Ces recherches ont également permis de démontrer l'influence de l'environnement sur cette sélectivité. La réalité d'un événement pouvant être altérée par des informations contradictoires, alors prises en considération. Il s'avère que cette altération est définitive. La réalité ayant été occultée. La mémoire est vitale pour reconstituer le passé. Toutefois, si celle-ci a été altérée, d'une quelconque façon, la vérité, enregistrée n'est pas celle de la vraie réalité. Notre personnalité se construit à partir des souvenirs de ce que nous avons été, mais aussi, et surtout de ce que nous allons devenir. La manipulation prend alors toute son importance. Or, la manipulation, volontaire ou non, fait partie de notre environnement, en permanence. Dans sa vie, une personne apprend, en moyenne, 100 000 termes, rencontrera plus de 1500 personnes et sera susceptible de lire 1 millier de livres. Ces réserves mentales d'expérience permettent à chaque personne de construire son identité. Cependant, il s'avère que nos souvenirs sont souvent réécrits. Il a notamment été constaté que la pression sociale modifie radicalement nos informations sur la réalité des événements. Et, plus grave encore, c'est la modification, ainsi réalisée, qui restera comme réalité, au niveau de nos souvenirs, à partir d'informations nouvelles erronées. Les souvenirs d'une réalité sont donc radicalement modifiables. Nous pouvons ainsi, croire à un déroulement d'événements qui ne se sont jamais produits. Quelles en seront alors les conséquences sur notre construction identitaire? Il convient d'être conscient que nos souvenirs sont malléables et qu'ils peuvent être erronés volontairement de l'extérieur, à notre insu. Toutefois, il n'y a pas qu'un aspect négatif à la modification de la réalité. Il apparaît, en effet, possible de reconstruire les pensées des personnes, gravement traumatisées par un événement. En particulier, lorsqu'elles ont été victimes de circonstances de la vie, très graves et handicapant leur avenir,
comme les troubles de stress post-traumatique. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 1. Le dernier regard. Tome 1. Les livres brochés de cette collection Alerte sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte, le